À voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marque. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque et pour débattre avec eux de l'adage « on mange d'abord avec les yeux ». À travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Monique, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir sur ce podcast. Avec Fatih, tu es à la tête de Cosmic Dealer, une marque de produits bien-être pour le corps et l'esprit qui revendique une approche holistique inspirée de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne. L'histoire a commencé en 2019, je crois, avec ton tongue cleaner, en français le Gratlang. Mais Cosmic Dealer est réellement né en 2020 avec le lancement de vos premières tablettes de chocolat cru. Depuis, j'ai l'impression qu'on vous arrête plus et que vous cessez d'innover sur des produits aussi différents qu'originaux. Le thé aux céréales, l'herbal coffee, les chocolats chakra. Votre mission, transformer nos habitudes quotidiennes en rituels sains en rendant le plus naturel possible des produits que vous trouviez trop transformés. Et cerise sur le gâteau, vous avez une identité visuelle très belle, très forte, un univers très graphique, décliné à merveille sur toutes vos gammes et même sur des produits dérivés. Je suis impatiente d'échanger avec toi sur tous ces sujets, sur vos engagements, sur votre quête d'excellence et votre attention aux détails. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu déjà te présenter, nous partager ton parcours et ce qui t'a amené à la création de Cosmic Dealer? Quelle intro! Je fais bien mon travail, je fais bien mon... Merci. I feel like I should applaud that intro, c'est incroyable. Merci, je suis ravie d'être là. Ok, donc moi je suis australienne, franco-australienne maintenant. Je suis en France depuis à peu près 13 ans et je me suis toujours passionnée pour tout ce qui est bien-être, ésotérisme. Je faisais du yoga très 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 jeune à l'école, même on faisait du yoga. J'avais toujours cette curiosité de me challenger avec la nourriture, des expériences ou des types de mouvements que je connaissais pas et que voilà, je suis en quête de découverte constante. Et je suis venue à Paris pour travailler dans la mode et j'ai travaillé 10 ans dans la mode et c'était incroyable et je regrette pas une seconde, mais c'est vrai que peut-être ma vie à Sydney, parce que Sydney finalement c'est pas une grande ville urbaine comme on peut l'entendre avec Paris, New York, Londres, etc. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus espacé, donc on a beaucoup plus de nature qui nous entoure et je pense que le rythme de l'industrie de la mode, comme beaucoup d'industries, qui est très très rapide, qui est dans les cycles très courts parce qu'on court après des collections, etc. et les semaines de la mode, couplé avec le fait que j'étais assez soudainement vraiment coupée de la nature comme j'aurais pu le vivre pendant mon enfance et mon adolescence, etc. Ça a fait que j'ai tombé dans les habitudes vraiment pas saines et éloignées du bien-être. Et notamment, je suis devenue vraiment accro au sucre. Et ça m'a pris des années à me écarter de ça. Et c'est pendant cette chemin-là que je me suis plongée plus sérieusement dans l'Ayurveda, dans le yoga, aux pratiques holistiques, les plantes. Je me suis vraiment baignée dans tous ces sujets-là pour essayer d'accrocher à quelque chose qui allait m'aider. Et c'est en faisant ça que je me suis plus sérieusement, découvert certaines outils et plantes qui m'a vraiment aidé à sortir de là. Donc, en fait, c'est mon perspective qui a changé. Quelque chose qui était plus pour moi un hobby, des découvertes sympas, etc., a devenu nécessaire et a devenu quelque chose qui m'a sauvée. Et c'est là où je me suis dit, en plus, je voulais toujours être entrepreneuse ou commencer mon propre projet. Je me sentais
pas à l'aise de le faire pendant plusieurs années dans mes vingtaines pour beaucoup de raisons. J'avais pas le passeport français, je dépendais d'un visa. Financièrement, c'est compliqué de lancer son propre projet, etc. Donc, j'ai dû attendre le bon moment et je me suis dit, en fait, c'est le bon moment pour mon projet entrepreneurial que je veux essayer. Et 2, il faut absolument que je partage certaines choses que j'ai découvertes qui ont marché pour moi. Et 3e, je me passionne pour le bien-être et je vois que ça devient de plus en plus un sujet. Donc, allons-y, quoi. D'accord. Ou vas-y, parce qu'à ce moment-là, j'étais vraiment seule à lancer une gratte-langue dans le marché. En plus, t'as pas commencé avec le produit le plus facile, je pense, à vendre. Oui, c'est ça. Ma famille et mes amis ont pensé que j'étais vraiment, vraiment en barge de faire ça. Et c'est vrai que c'était un gros pari. Mais bon, je regrette rien. Et pas très longtemps après, mon associé m'a rejoint, donc j'étais plus tout seul et voilà. D'accord. Du coup, le vrai lancement de Cosmic Dealer s'est fait avec les tablettes de chocolat cru, agrémentées d'épices ayurvédiques inspirées des cérémonies du cacao. Alors ça, c'est une phrase, je crois, que j'ai trouvée sur un de vos sites de revendeurs. Franchement, dans cette phrase, il y a 3 trucs qu'on doit éclaircir. Ouais. Pour tout avouer, moi, c'est pas des sujets que je connaissais très bien. Donc, il y a vraiment 3 éléments sur lesquels on doit revenir. Le chocolat cru, les épices ayurvédiques et la cérémonie du cacao. Alors, en parcourant le site, ton Insta, j'ai vraiment pu me familiariser avec toutes ces notions. Mais voilà, est-ce que tu peux essayer d'expliquer en quelques phrases chacune de ces notions pour tous les gens qui, comme moi, sont pas connaisseurs de ces sujets? Alors, donc, le chocolat, après le gratte-langue, ça peut paraître très bizarre, mais justement, c'est 2 de mes outils qui m'ont vraiment aidé à quitter le sucre. Donc, restant sur le sujet de chocolat, c'est que aujourd'hui, on trouve du chocolat 100% assez couramment dans les supermarchés, les épiceries. À l'époque, non. Ça faisait vraiment pas partie de la conversation. Mais moi, j'ai trouvé ça dans une épicerie, je sais pas même où, et j'ai trouvé ça génial parce que j'ai commencé à le manger et du coup, j'avais plus envie de sucre pendant quelques heures. Et j'ai trouvé ça bizarre. Donc, j'ai plongé dans le sujet et il paraît que les aliments amers coupent un récepteur dans le cerveau qui nous donne faim. Donc, les aliments amers sont des coupes-faim, en fait. Donc, si on va manger un vrai chocolat 100%, et quand je dis vrai, je parle de non industrialisé, et c'est très difficile pour le consommateur de voir ce qui est de très bonne qualité, ce qui est pas de très bonne qualité, j'avoue, parce que il y a tout le marketing autour. Mais souvent, ce qu'on va trouver dans beaucoup de gros supermarchés, c'est un chocolat qui était tellement transformé que la majorité, on dirait, des bénéfices, des bonnes choses là-dedans sont partis, malheureusement. Bref, je retourne à l'histoire, c'est que donc j'ai trouvé cette bonne 100% artisanale qui était réellement amère. J'avais plus envie de sucre et je me suis dit, mais c'est fantastique. J'ai mangé ça pendant 1 an à peu près et je me suis dit, ça serait tellement cool si je pouvais avoir d'autres parfums, toujours dans le 100%. Donc, sans sucre. Donc, est-ce que c'est vraiment du 100%? Non, c'est 98% ou quelque chose comme ça, plus 2% d'épices. Mais le pourcentage, on le comprenne de manière générale avec le sucre. Et moi, je mange ça comme aliment, comme super plante, comme super aliment, comme quelque chose de fonctionnel qui va m'aider avec cette fonction de plus vouloir de sucre, passer la crise de sucre. Et donc, pourquoi pas faire avec un cacao d'extrême qualité qui va avoir profil nutritionnel très intéressant où on va essayer de garder ses atouts nutritifs de base et aussi coupler ça avec des plantes et des herbes au lieu de caramel ou des noix caramélisées ou des saveurs à la base de sucre. Et donc, on a choisi de faire un chocolat cru parce que ça a été démontré que le chocolat cru, ça veut dire un chocolat fait avec des fèves non torréfiées, ont jusqu'à 5 fois le taux de polyphénol ou antioxydants par rapport à un chocolat classique. Et donc, si on va manger un chocolat uniquement pour le goût et le plaisir et le côté gourmand, peut-être on n'a pas besoin d'un chocolat cru. Si on est intéressé, en fait, au profil nutritionnel, genre le magnésium, le cuivre, le potassium, le fer, les polyphénols, tout ce qui est dans le plan de base, là,
plutôt quelque chose, un chocolat cru, ça va être beaucoup plus intéressant. Et c'est peut-être là aussi l'erreur de ce premier produit qu'on a lancé, c'est que j'avais cette approche hyper puriste. L'intérêt pour le produit était là, on l'a vu très clairement. Les gens étaient hyper enthousiastes par l'approche. OK, revenons à la plante de base. En fait, cacao, c'est une plante extraordinaire. Revenir à des process de faible transformation, de fabriquer en France, de sourcer éthiquement, de mélanger avec des herbes, des plantes, des fleurs intéressantes, mais ce n'est pas assez gourmand. Et c'est là où on a toujours nos tablettes de 100%, et ça marche très bien dans une certaine niche. Mais le problème, ça vient du fait que ça a l'air d'être du chocolat et c'est du cacao, en fait. Même légalement, tu peux pas l'appeler du chocolat parce qu'il y a pas de sucre dedans. Et le chocolat, c'est le cacao plus le sucre. Donc, ça peut être un peu choquant pour certaines personnes s'ils n'ont pas l'habitude de manger du 100%. Quand ils prennent un bout, ils disent, oula, OK, oui, c'est pas du tout la même chose. Même quand on a l'habitude de manger du 95, cette 5% de sucre, ça fait sentif. Donc, c'est vraiment un autre niveau. Et bizarrement, on a une vraie créneau de clientèle en Suisse qui adore ça, qui commande beaucoup. Donc, on l'a toujours. Mais notre challenge après, à la suite de cette sortie, c'était, OK, comment faire quelque chose qui soit plus gourmand, où on peut tirer plus de plaisir, que ça serait pas que dans le fonctionnel, tout en restant faible en sucre. Et voilà, on peut parler de ça après, mais c'est là où on a développé d'autres produits. Et pour revenir à la cérémonie des cacao, donc en fait, les deux choses se sont émergées un peu dans ma vie au même moment, mais j'ai pas fait le lien jusqu'à plus tard où je voulais développer ma propre produit. C'est-à-dire que moi, j'ai mangé du 100% pour m'aider à quitter le sucre. Et en même temps, je suis devenue obsédée par ce type de cérémonie qui s'appelle une cérémonie des cacao que je pratiquais j'en ai fait au Sri Lanka, à Ibiza, en Bali, à des centres un peu d'ésotérisme autour du monde lors de mes voyages. Et c'est quelque chose de hyper puissant. Et j'avais envie de aussi partager ça, de me former là-dedans et de partager ça à Paris parce que je trouve que on a encore plus besoin à Paris qu'on est en vacances à Sri Lanka, par exemple. Et donc, je prends beaucoup de joie à partager. On le fait pas très souvent. On va faire un le 12 octobre qu'on n'a pas encore publié, mais c'est à peu près une fois tous les mois, tous les 2 mois qu'on fait ça. Et donc, quand on a lancé le cacao, je me suis dit, il faut absolument que ça soit une qualité cérémoniale. Et ça veut dire que ça coche certains critères de traçabilité, d'origine, de génétique et de process de transformation pour que je puisse aussi l'utiliser pour les cérémonies et pour que c'est irréprochable au niveau qualité aussi. D'accord. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens après en bio de l'épisode. Mais donc, les cérémonies que vous faites, c'est toi qui les diriges aujourd'hui? Oui, d'accord. Ouais. Je suis devenue facilitateur. Ah, super. Une cérémonie de cacao, ça veut dire beaucoup de choses. Ça dépend complètement le facilitateur. En gros, le point commun, c'est qu'on va utiliser des dosages très puissantes de cacao en tant que copilote pour aider à une expérience transformative. Et chaque facilitateur a son méthode. Moi, je fais avec une type de respiration qui s'appelle psychédélique. Ça a beaucoup de noms, mais parfois aussi DMT, respiration, qui est une type de respiration qui va vraiment physiquement te forcer à un état de conscience altéré. Eh bien, écoute, j'aimerais vivre ça une fois dans ma vie. Bah bien, le 12 octobre, chez l'appartement privé de Galeries Lafayette, je vais faire ça. D'accord. Bien, t'es bienvenue. Ouais, c'est gentil. Et pour revenir du coup à l'Ayurveda, comment ça se traduit dans tes produits, vraiment très concrètement? Au début, je me suis dit, je veux vraiment démocratiser toute l'Ayurveda. Je commence avec le gratte-langue, mais j'enlève beaucoup de la partie image ayurvédique parce que c'est quand même très niche encore à l'Occident. Je veux pas effrayer ou aliéner les gens qui comprennent pas l'Ayurveda, rien que le mot qui est pas français. Et donc, comment rendre ces outils ou ces pratiques ou ces plantes
qui sont dans cette histoire très riche ayurvédique, un écran moderne en France. Ok, peut-être c'est avec une sirène sexy nue parce que ça me parlait à moi. J'adore ça. On en reviendra après. Et c'est vrai que ça, c'était l'intention des départs, mais que j'ai pas créé cette marque en me disant je vais devenir la marque ayurvédique en 5 ans et voici mon business plan et je vais conquérir le marché et L'Oréal va m'acheter. Non, c'était pas ça. D'ailleurs, on a été incubés par L'Oréal, ils étaient géniaux, mais c'était jamais avec cette plan. C'était juste j'adore cet outil. J'ai envie de me lancer à un projet entrepreneurial. Ayurveda, il faut que plus de gens le connaissent. Et donc, je vais commencer avec ça. Et très vite, le cacao est venu parce que quand tu grattes et tu grattes et tu grattes, pour certains entrepreneurs, je pense que c'est très évident leur mission dès le départ. Moi, j'avais une mission assez superficielle au départ où je voulais partager ce produit. Et au fur et à mesure, en enlevant un peu les feuilles de l'oignon, j'ai réalisé que en fait tout ça vient de mon dépendance de sucre et ça vient de cette envie de partager des choses qui m'ont aidé de sentir bien et que cette frustration de rentrer dans un supermarché à 9h30 du soir quand j'ai filé le boulot, chercher quelque chose à manger ou même une gourmandise parce que j'ai déjà mangé le dîner au travail comme un loser et il y a rien. Et en même temps, commencer le café, même si j'aimais pas le café et je voulais pas commencer le café parce que je savais à quel point ça peut être addictif ou un peu, voilà, cycle vicieux. Et de le commencer parce que j'avais tellement besoin de l'énergie à assister. Et donc, cette purpose, cette mission m'a venue petit à petit. Et donc, ça a un peu évolué de l'Ayurveda à ça. C'est comment prendre ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on consomme tous les jours, mais en mieux. Parce que si on arrive à changer juste nos habitudes très petites, mais très, très régulières, finalement, un des bases de l'Ayurveda, c'est ça, c'est de reconnaître que notre santé et notre bien-être est de la somme de toutes les petites choses qu'on fait. C'est pas la retraite qu'on va faire une fois par an, une fois tous les 2 ans, d'une semaine, qui nous recette, et ça, j'adore, hein, je dis pas que c'est mauvais. Mais c'est pas ça qui va vraiment influencer ce qu'on appelle ton health span ou ton bien-être au long terme. C'est vraiment qu'est-ce que tu consommes d'une manière journalière, quotidien. C'est quoi ton niveau de stress? C'est comment tu dors toutes les nuits? Est-ce que tu as une bonne sommeil, etc. Enfin, tous ces petites choses. Et donc, l'Ayurveda et ses grands principes informent toujours la marque, mais ça a évolué d'être partageant les outils ayurvédiques. Ok. Et ce qu'on retrouve du coup dans tous tes produits, c'est quand même ce rapport aux plantes. C'est ça qui est assez prédominant. Oui, c'est vraiment, comment enlever ce qui est proposé sur le marché, dans les supermarchés. Comment rendre ces essentiels de quotidien plus sains en enlevant tout ce qui est artificiel, tous les additifs, le trop sucré, les émulsifiants, les conservateurs, tout pour faire des choses complètement naturelles, de haute qualité et véganes à la base des plantes. D'accord. Donc, on en a parlé tout à l'heure, ça a commencé avec les tablettes, où tu as dit finalement avec du recul, ça manquait de gourmandise. Donc, aujourd'hui, vous êtes surtout connu pour vos chocolats chakra. Je sais pas comment tu prononces. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler aussi rapidement? Oui. Alors, donc c'est l'anti 100%. C'est pour quelqu'un qui veut justement leur gourmandise, leur dessert, leurs 4 heures, qui veut vraiment prendre du plaisir sans trop de sucre. Et là, c'était le gros challenge parce que en fait, nos palettes, ils sont ruinés, mais le mien aussi. C'est-à-dire que le bon égale sucré-salé. On a l'habitude maintenant du café, donc le café c'est amer aussi, et donc il y a beaucoup de gens qui prennent l'habitude et qui prennent du plaisir avec le goût de café. Et surtout, nous, on voulait absolument pas ajouter les faux sucres, les sucres d'alcool. Et maintenant, il y a plein d'ingrédients, ce que moi j'appelle tricky industrial ingredients, genre les ingrédients industriels qui sont là, qui sont un peu trompeurs.
qui dit qu'il y a pas de sucre, zéro calorie. Il rajoute un truc chimique, synthétique là-dedans. Pour moi, il faut beaucoup manger du sucre, un truc comme ça. Les effets sur la digestion et la manque de recul et le manque des études, etc., sur ces nouveaux ingrédients chimiques. Pour moi, c'est effrayant. En tout cas, personnellement, je les toucherai jamais. Et donc, en réalisant que ça, c'est notre concurrence, parce que tu dis gourmandise en cas faible en sucre, mais que l'autre personne a rajouté un produit chimique industriel pour quand même sucrer. Donc, comment faire quelque chose qui a le goût de pas très sucré, mais que ça soit très bon? C'est là où, en fait, on s'est dit, en réduisant la consommation de sucre dans l'alimentation, deux choses qu'il faut vraiment faire, qui sont recommandées à faire, c'est augmenter les protéines et augmenter les bons gras. Comme ça, on se sent plus, Oui, de la satiété, tu veux dire. Exact. Et on a moins faim, et donc on a moins cette tendance à aller chercher du sucre. Et pour moi, je suis un grand fan des noix, des fruits à coque et des purées de fruits à coque. Et c'est justement quelque chose que moi je mangeais sur un bon pain ou quelque chose qui faisait pour moi une gourmandise, ou avec du 100% cacao, je mettais dessus. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper sain, c'est plein de bons gras, c'est plein de protéines, mais pas de sucre. Et si on pouvait combiner ça avec un très bon cacao, du très bonne qualité, et puis infuser ça avec, justement, comme nos tablettes, des plantes, des fleurs, un peu des fruits, etc., tout en gardant un taux d'apport sucre faible à la fin, on serait gagnante. Après, c'était très, très long en phase de test et en phase de dev. Mais je pense que maintenant, c'est notre produit phare. Et voilà, donc c'est vraiment des petites encas carrés. La taille est vraiment faite pour une personne pour leur dessert. Et c'est dans les sachets en papier individuel pour qu'on puisse avoir dans notre sac avec nous. Parce que moi, je voyage pas mal. Et si je dois prendre un truc au relais à l'aéroport où il n'y a pas trop de choix, et j'aime bien être organisée avec mon snack sain. Donc voilà. Ok, super. Justement, j'allais te demander pourquoi ce format, pourquoi l'unité, mais c'est très clair. Ok. Vous avez sorti aussi après une alternative d'exception au café avec votre Herbal Coffee. Je ne sais pas si on peut le traduire d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est aussi exactement? Alors, on a pris beaucoup de temps de décider le nom parce qu'on savait pas si café herbal, ça marche, ou c'est difficile de décrire. C'est pareil pour les chakras. Et on se galère toujours à se dire, mais c'est quoi ce truc, en fait? Quand on essaie de faire des choses nouveaux, le désavantage, c'est que on n'a pas trop de mots toujours à les décrire, surtout dans deux langues. Parce qu'en anglais, on les appelle nut buttered chocolate, ça marche très bien. En français, purée de fruits à coque, je sais pas. C'est moins sexy. Mais donc, Herbal Coffee, on vient de le sortir. C'était une expérience, en tant qu'entrepreneuse, incroyable parce que ça a complètement explosé notre site. La première réponse, les premiers retours sont hyper positifs, donc on est très contente. C'est une alternative au café qui est fait à la base des herbes, des plantes, des fleurs et des épices. Donc, la base, c'est un mélange de orgue, seigle et chicorée. Et à ça, on rajoute, donc on a plusieurs variants de parfums, donc on rajoute certaines fleurs ou certaines épices. Et ensuite, on rajoute une dosage de champignons adaptogènes, donc champignons actifs ou fonctionnels. Il y a différents noms. Pour que on a une boisson qui est réellement énergisante, mais sans le stimulant et sans caféine, et qui est aussi hyper bon pour la digestion. Parce qu'on savait qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de la café pour leur digestion. Et cette boisson, il est exceptionnel. C'est plein de fibres naturelles, en fait. Et donc, voilà, ça va vraiment travailler la digestion. Ah, génial. Bon, c'est franchement incroyable. Enfin, la créativité que vous avez mis derrière ça. Et pour finir, sur vos gammes de produits, il y a aussi des gammes de tisanes aux plantes, notamment des thés double dose de grains torréfiés. Alors, je sais pas si elles le sont toutes avec les grains. Non. Et ça, en fait, on a fait le double dose au départ. C'était justement une autre idée à la folie qu'on a essayé de faire. Et moi, j'adore toujours. Mais en fait, moi, j'adore les thés aux graines, genre le sarrasin ou le riz torréfié, etc.
et je voulais pimper ça avec d'autres herbes. Et au début, on s'est dit, on n'arrivait pas à faire un mélange avec le niveau de graines qu'on voulait et des herbes. Et donc, du coup, les graines coulaient au fond et les herbes étaient au-dessus. Donc, on s'est dit, OK, en fait, on va diviser le bocal en deux. On va faire les graines d'une côté et les herbes d'un autre pour que tu doses de ta façon aussi. Et quand j'ai vu le produit, je me suis tout de suite demandé pourquoi il y avait ces 2 compartiments. Et tu l'expliques dans un des posts Insta. Donc, en lisant le post Insta, tout de suite, ça m'a paru effectivement évident. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui va fouiller dans tous les posts Insta. Et même sur les informations qui sont mises à côté du produit en ligne, il n'y a pas tout le monde qui l'achète en ligne. Et il n'y a pas tout le monde qui lit tous les mots. Moi non plus, quand j'achète quelque chose, il faut que ça soit en fait compréhensible quand tu as dans les mains, qui n'était pas trop le cas. Donc, on a retravaillé les formules pour avoir au final les bonnes doses de graines et des herbes qu'on veut où ça se mélange bien. Mais on a s'y mélangé différemment. Oui, et puis après, j'ai vu maintenant vous avez les petits sachets où là, c'est plus facile aussi de faire déjà la dose. Exactly. Et j'ai vu que vous aviez aussi une équipe de testeurs, une team testeurs. Je me demandais justement si ces ajustements-là, si tu les as fait suite à leur retour, à quel point ils interviennent dans la conception des produits. Ouais, tout à fait. On a une team testeur, on a aussi une partie de nos clients qui sont VIP, qui sont très très fidèles et qui achètent régulièrement de la marque. Donc quand on lance un nouveau produit, on essaie toujours d'envoyer aux deux pour prendre des feedbacks. On n'a pas j'ai réfléchi depuis longtemps à une forum un peu plus communautaire de partager les feedbacks comme ça, mais finalement, c'est tellement pas fréquent parce que le dev produit, il est extrêmement long pour un produit qu'on va mettre sur le marché. C'est normalement, oui, c'est plus d'1 an. Donc, ça peut faire 8 mois d'écart entre tests, des choses comme ça. Donc, pour l'instant, on a nos 2 databases, on les envoie dans la poste vraiment en packaging très échantillon et ils ont la gentillesse de nous faire des retours en sondage ou par email. Et oui, grave, on s'adapte. Là, on vient de sortir 3 nouveaux parfums de chocolat, donc le pistache et lion's mane qui est un champignon, le framboise sarrasin et le fraise macadamia. Et on les a tous envoyés à nos VIP et une partie de notre team tester et on a changé les dosages en fonction. D'accord. Est-ce qu'ils interviennent aussi sur les choix de packaging, graphisme, étiquette, tout ça? Ça nous arrive, par exemple, le titre d'un produit où on galère et on cherche et donc on poste sur Insta, give us ideas, et le gagnant, si on aime bien le gagnant, on va lui donner beaucoup de cadeaux cosmiques. Et donc il y a un de nos encens, Dance of the Cinnamon Moon, qui s'est fait comme ça. Moi, je suis assez claire de ce que j'aime bien en couleur et en graphisme et tout ça. Donc normalement, j'ai pas trop de mal. Mais la co-création, c'est franchement quelque chose que j'adore et d'avoir fait ça avec les goûts et des produits alimentaires, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire plus souvent. Tout est au niveau de taille d'équipe et de timing. Parce que quand on est une très petite équipe, on doit réagir très très vite. Qu'on n'a pas toujours le luxe de temps, mais on fait quand on peut. Ok. Mais du coup, avec toutes les nouveautés que vous sortez chaque année, la petite équipe et tout ça, ça doit représenter vraiment beaucoup de votre temps, la R&D. Vous êtes accompagné aussi là-dessus? Non, on est accompagné. Ça dépend les produits. Il y aura certaines qu'on va faire directement main dans la main avec nos ateliers de production. Et il y en a certaines où, on a une food scientist qui nous accompagne et des consultants nutritionnels, nutritionnistes, etc. pour formuler. Donc, ça dépend un peu le produit. Parce que vous êtes combien? Tu dis vous êtes une petite équipe. Vous êtes combien aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on vient d'accueillir 2 nouvelles personnes. Donc, aujourd'hui, on est 5 avec quelqu'un qui commence demain aussi. Donc, on serait 6. Pour très longtemps, on était 2. Et puis, on a une alternant. Donc, on était 3. Et là, on vient de devenir 5. Et ouais. Et comment vous partagez Il y a moi qui m'occupe de tout ce qui est marketing, dev, produits et e-commerce, et avec un alternant qui va commencer demain.
avec une attendante, normalement, voilà, la nouvelle qui commence demain. Et puis, il y a mon associé Fatih qui s'occupe de commercial, donc les retailers, la partie retail, production et logistique. Et donc, elle a 3 personnes. D'accord. Bravo, en tout cas. Merci. Du coup, chez Cosmic Dealer, on est clairement sur des produits haut de gamme. Et évidemment, ça se ressent dans le prix. En fait, j'aime bien toujours remettre un peu, répondre aux objections, c'est trop cher, expliquer pourquoi. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence, du coup, entre vos chocolats, vos produits? Est-ce qu'on peut trouver en grande distribution? T'en as déjà beaucoup parlé, mais voilà, en quoi ils sont meilleurs et du coup, pourquoi ils sont plus chers, en fait? Je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que je sais comment la vie est chère, surtout de nos jours. Mais la bonne nourriture, ça coûte très cher. C'est juste quelque chose qu'il faut réaliser et que surtout si on cherche du bio, du fabriqué en France et du naturel, ça va être encore plus cher. Parce que si on est déjà prenant, le non bio, évidemment, c'est moins cher, mais même le non naturel, les ingrédients faits dans un labo industriel sont beaucoup moins chers que les ingrédients naturels. Et même certains critères comme faible en sucre, en fait, le sucre, c'est beaucoup moins cher que les autres ingrédients, le cacao, le beurre de cacao, les plantes, etc. Donc, le moins de sucre qu'on a dans le produit, le plus cher il est. Le moins de temps aussi, ça dure sur les étagères parce que c'est naturel, il n'y a pas de conservateur, etc. Donc, le plus frais il est. Et nous, on est sur un sourcing éthique de notre cacao. Donc, on paye minimum 5 fois le prix de marché sur le cacao, plus parce que c'est bio, etc. Les purées de fruits secs sont très chères, en fait. On fait aucun compromis en qualité pour réduire le prix. Et c'est peut-être une folie, mais on voulait quelque chose de extrême qualité où les gens peuvent en faire confiance, où il n'y a pas de tricherie, je sais pas comment dire, en ingrédients, etc. Notre atelier transforme la fève de cacao en France. Donc, c'est pas faire avec un chocolat déjà fait par quelqu'un, déjà transformé. On part de la fève, donc ça s'appelle bean to bar. Donc, en fait, à chaque étape, on prend le meilleur et ça fait que ça se traduise dans un prix à la fin. Il y a bien sûr des économies d'échelle. Donc, si on était 10 fois plus grand, on pouvait proposer des produits probablement un peu moins chers, mais il y a toujours un plafond à ça parce que faire des chocolats à la main artisanalement de la fève ou sourcer une certaine plante, ou il y en a pas tant de ça dans le monde disponible à une fois. Donc, mais disons qu'on était 10 fois plus grand et on pouvait quand même trouver certaines façons de réduire le prix. Très bien. Donc certainement dans le grand distrib, et c'est pas pour cracher dessus, j'en mange du chocolat de là parfois, mais plus maintenant. Non, mais je trouve ça important, de réexpliquer le pourquoi des choses. Oui, mais c'est que certainement il y a des économies d'échelle, mais à un certain point, parce que quand on retrouve une tablette de chocolat pour 1,20 €, je sais pas, sur un supermarché, il y a quelqu'un sur la chaîne qui n'est pas payé équitablement. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est une des choses que j'ai réalisées en maintenant bosser dans l'alimentaire ou dans tout produit, en fait. Le nombre de personnes qui ont besoin de prendre un part du gâteau, de faire un produit, c'est beaucoup de personnes. Comment tu fais rentrer tout ça dans 1 €? Je sais pas. J'ai pas encore la réponse, mais c'est sûr que, et plus tu, rewind dans la chaîne ou que dès le début, moins t'as le chance que les personnes de base ont été payées équitablement. Et c'est ça qu'on veut assurer en sourçant, du cacao traçable et éthique, c'est que ils ont ce qui est dû à eux, quoi. D'ailleurs, ça fait la transition parfaite avec ma prochaine question. Je voulais demander en quoi Cosmic Dealer est une marque éco-responsable et éthique, mais juste avant, je vais rebondir. J'avais lu que aujourd'hui, toutes vos fèves de cacao viennent du même producteur, de la même ferme. Ouais, et du coup, vous devez être limité justement en quantité. Alors, c'est pas une même ferme, c'est d'origine unique. Une même origine, d'accord. C'est ça. Donc, c'est d'Équateur et c'est une coopérative. Les plupart de fermes de cacao dans les zones de fine cacao, ce qu'on appelle fine cacao, donc qui coche certaines qualités,
souvent en Amérique centrale, mais existe au-delà de ça aussi. C'est des petites fermes, en fait. Et donc, tu as des coopératives qui va organiser pour que ces fermes-là soient centralisées. Après, tu as des cacao où c'est des cacao d'origine multiple. Et ça, c'est plus le cacao de commodity, de masse, de grande surface, etc., où on va prendre tous les fèves de n'importe quel pays, n'importe quelle origine, et on peut pas tracer d'où ça vient. Et on les mélange et on les brûle à une certaine température pour qu'ils aient un goût consistant. Nous, le fait qu'on fait du cru, ça veut dire qu'il faut qu'on source du vrai haute qualité et qu'on sait d'où ça vient, etc. D'accord. Et du coup, donc, en quoi, au-delà, donc, il y a le sourcing, il y a bien rémunérer les gens. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font de Cosmic Dealer une marque éco-responsable? On s'est toujours dit avec mon associé, donc on est deux femmes, deux mères. Je vais être très, très franc avec toi. Produire un produit, ce n'est pas éco-responsable. Et donc, moi, j'ai toujours eu du mal à mettre ça comme propos marketing du premier plan, comme beaucoup de marques le font, mais et qui peut-être beaucoup ont des super vraies raisons et proposent des alternatives qui sont plus éco-responsables que ce qui est déjà sur le marché. Mais avant tout ça, on est en train de produire quelque chose. Le plus éco-responsable, c'est d'arrêter de consommer. Qui est réaliste sur certaines catégories, qui est pas réaliste sur d'autres. Nous, on est sur des gourmandises et des moments de plaisir. Donc, techniquement, le monde peut arrêter de prendre son café, son thé, son chocolat demain. Donc, on n'est pas sur des choses de première nécessité. Donc, pour moi, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais j'ai jamais voulu mettre sur le devant du packaging, sur le devant du site, nous c'est des éco-responsables parce qu'on va choisir un packaging en papier, parce que on va choisir cet ingrédient même si c'est plus cher parce que ça vient de plus proche ou ça vient de la France ou c'est juste que on est pas hyper jeune maintenant, mais on fait partie de la génération qui est plus consciente. Donc on prend des business decisions qui ont du sens, qui font pas ouvertement du mal parce qu'on est très conscient de ça, mais je vais pas mettre ça en... Tu le fais pas, hein. De toute façon, c'est une phrase à la fin de votre à propos et plus sur le côté éthique. Mais merci pour ton honnêteté parce que effectivement, surtout sur les sujets du chocolat, du café, du thé, où on est sur de l'importation, sauf exception, mais c'est vrai que je trouve ça toujours effectivement un discours un peu ambigu sur ces produits-là, quoi. Est-ce que sur l'emballage, quand même, vous avez pris des décisions où les enjeux d'éco-responsabilité, de durabilité ont... Oui, par exemple, nos sachets de chocolat sont en papier recyclable. Je trouve que c'est tout, en fait. J'ai vu que les sachets d'été aussi étaient compostables, là. Oui. Donc, grave, on prend le meilleure option packaging à chaque fois. C'est juste qu'en fait, l'industrie de packaging... Et j'espère qu'on n'est pas à des années-lumière, mais il y a un gros écart entre ce qui est faisable, possible et disponible et que le consommateur exige. Et on vient de vivre toute une génération de plastique où toutes les machines, toutes les propositions, tous les machins sont faits pour ça. Donc, par exemple, nous, nos sachets de chocolat, c'est bête, hein, on les ferme, on les soude un par le main et on en produit beaucoup parce que les machines pour souder un sachet sont tous faits pour le plastique. Et il faut être une énorme industrielle parce que la machine va coûter au minimum 250 000 pour pouvoir avoir des fonds pour acheter une machine assez puissante qui va pouvoir potentiellement manipuler le papier sans que c'est un désastre et que ça marche pas, qui est même pas un donné. Mais voilà, la plupart des machines sur le marché, c'est pour le plastique. Donc, en fait, il y a à la fois l'avancement dans le matière, mais aussi les machines pour le manipuler qui, quand nous, on a, là encore, c'est une décision pas très classiquement business friendly de se dire, on continue le papier et on les soude un par un. Mais je sais plus, j'avais entendu quelqu'un qui m'avait dit, effectivement, il y a beaucoup, aujourd'hui, on parle beaucoup aussi de packaging compostable, mais en vrai, la machine pour composter, il y en a pas, quoi. C'est pas, tu peux pas mettre ça dans ton compost à toi, faut mettre ça dans des trucs. Et en vrai, il y en a pas aujourd'hui, donc. Et quand on gratte le surface, en fait, les réponses, c'est juste
très difficile à trouver parce que ça va aussi dépendre du région, de est-ce que c'est quelque chose qui est recyclable ou pas. Et donc, parfois, la question devient, OK, est-ce que on prend un truc qui est le moins pire ou voilà, et on a dû se poser ça, pas très souvent, mais ça nous arrive de dire, OK, en fait, oui, on a option 1, 2 et 3, et les 3 sont un peu nuls, quoi. Et, one of them that's the best, maybe the least likely that the consommateur is actually going to do the thing. Enfin, ouais. Donc, c'est compliqué. OK. Du coup, on l'a vu, vous êtes sur un rythme de développement assez impressionnant. C'est quoi la suite? Est-ce que je peux avoir une petite, comment on dit, un petit scoop? C'est quoi le prochain produit? C'est quoi le prochain marché que vous allez dépoussiérer, bousculer? Donc, le Herbal Coffee, on a vu, c'est très, très early days, c'est très tôt dans l'histoire parce que on vient de lancer, mais par rapport aux ventes de lancement, on est déjà sold out des 2 refs, ou peut-être il nous reste genre 10 pièces une des refs. Il y a clairement quelque chose là, et on est en train de développer nos versions drinking cacao avec des champis, genre du chocolat chaud avec des champis. Donc ça va sortir, je pense, avant fin d'année ou peut-être janvier. Et là, c'est aussi des devlangs parce qu'on doit sourcer de ces champignons actifs qui ont été vraiment committed. Enfin, on voulait vraiment sourcer le meilleur qualité. Et il y a plein de choses sur le marché qui sont bullshit en gros, et qu'il fallait vraiment plonger là-dedans pour comprendre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qu'est-ce qui est quali, qu'est-ce qui est pas quali. Et ça nous a pris longtemps, mais bon, donc on va sortir cacao, drinking cacao, et puis peut-être d'autres boissons l'année prochaine. On va sortir un collab chocolat, mais tellement bon. C'est dans notre ligne Chakra, et c'est un collab avec une autre marque, et en tout cas, enfin, c'est peut-être mon parfum préféré jusqu'à là. Ah. Et ça va sortir d'ici 1 mois à peu près. Waouh. Ah, super. Voilà. Et j'en profite puisque tu reparles des chakras, j'ai oublié de te poser la question tout à l'heure. Vous dites que les chakras sont déclinés, enfin, dans des saveurs qui font écho aux 7 chakras, justement, d'où le nom. Est-ce que pareil, tu peux dire un petit mot là-dessus? Ouais. Donc, les 7 d'origine étaient les 7 chakras, et puis on a expanded au-delà de ça. En fait, nous, on fait les recettes, les parfums d'une manière un peu bizarre, comme tout ce qu'on fait. C'est qu'on va dire, OK, on va brainstormer les intentions énergétiques. Donc, on va dire inspiration, exploration, amour, désir, connexion, abondance. Et qu'est-ce qui ça nous évoque, ces énergies-là? Et j'ai commencé avec les énergies de cette chakra parce que je suis très connectée à ça. Et on est allé au-delà pour les autres parfums. Et donc, par exemple, on va se dire, OK, créons un parfum autour de l'amour. Qu'est-ce que ça nous évoque, l'amour? Pour moi, personnellement, c'est le chakra de cœur qui est de couleur verte. Donc, le chakra de cœur, c'est représenté par le vert. Donc, je me suis dit, ça doit être une verte émeraude de matcha. Et c'est comme ça qu'on fait le parfum. On dit pas, on va faire un chakra matcha. On commence un peu à l'envers en disant quelle intention est-ce qu'on veut donner à ces chakras, parce que c'est un peu ça aussi le driver derrière la marque. C'est tout est lié. C'est que si on donne juste un peu plus de conscience de ce qu'on mange et ce que de nos petites rituels quotidiennes, bah peut-être justement ils deviennent des rituels apaisants, relaxants, qui nous fait du bien, au lieu d'un geste automatique qui nous fait pas forcément du bien, où on regarde pas ce qu'on met dans la bouche, où on mange trop vite et pas d'une façon chill, de pleine conscience. Voilà. Et donc, si c'est pas pour dire cette chocolat va ouvrir votre chakra de cœur, là, non. C'est ta propre interprétation de. Exact. Et rien que, en fait, parce que tout commence avec une intention. Ok, c'est que si on imagine, si on visualise ce qu'on veut, ça va être beaucoup plus facile, ou moi je dirais même absolument nécessaire qu'on le visualise pour y atteindre. Et donc, rien que mettre le mot amour ou exploration sur quelque chose qu'on mange, est-ce que ça va pas planter une toute petite graine
qui peut ouvrir une petite porte pour quelqu'un sur un chemin. Et donc, dans nos petites boîtes de chocolat chakra, on met même une carte d'intention où on peut écrire notre intention de la journée. C'est comment insuffler ces petites opportunités de se dire, OK, attends, prenons une seconde, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je le mange? Qu'est-ce que je mange? Voilà. Eh ben, écoute, ça me plaît beaucoup. Tu nous as partagé les prochaines créations à venir. Si on voit un petit peu plus loin, c'est quoi tes ambitions pour Cosmic Leader? C'est là où je te dis, je suis très mauvaise. Je vis pas surtout dans le moment, parce que je suis très vata pour ceux qui connaissent les profils ayurvédiques. Je suis pas quelqu'un du moment présent, mais j'essaie d'utiliser mon intuition et ça se traduit en business d'un modèle de test and learn et écoute. Et que si quelque chose marche et que je sens qu'il y a une bonne énergie autour et que les gens répondent bien, OK, on va aller dans cette direction-là. Bah écoute, ça semble bien vous réussir jusque-là. Yeah, ça nous a appris sur un chemin comme ça où on a fait des erreurs, mais on écoute et aussi une ligne de développement de marque pas très linéaire justement qui passe des accessoires à l'alimentaire, mais que en tout cas pour moi c'est une manière de ne pas imposer ce que je ressens, d'essayer de ressentir avec moi la réponse des clients, ce qui est à la fin ce que je suis en train d'essayer de faire. C'est de ramener les gens sur le même chemin avec moi, mais ça doit pas être que moi qui décide où on va. Ben, super. On va passer à la deuxième partie de cette interview. On a déjà dit plein de choses, mais j'ai encore plein de questions à te poser. Je vais essayer de faire vite. On va vraiment aborder là votre identité de marque. Dès les premières lignes de la page à propos du site, on peut lire « Nous sommes une marque parisienne de bien-être fondée par des femmes ». Pourquoi c'était important d'annoncer la couleur dès les premiers mots et en plus, au-delà de ça, on voit que vous avez une identité de marque quand même très féminine, voilà, qui s'adresse clairement à un public féminin. Pourquoi avoir choisi ce positionnement? Parce que ça vient vraiment d'une histoire personnelle et d'une envie personnelle et que je pouvais pas faire autrement, en fait. Et mon background dans la mode, c'est marketing. Donc, quand on market, c'est-à-dire comment on fait de la promotion, quand on trouve des marchés pour les gens qu'on comprend bien, c'est autant plus facile et plus fun. Moi, j'ai bossé pour des marques de, par exemple, haute couture. Et c'était extra. Mais à la fin de la journée, je connaissais pas le client. Parce que c'est pas moi le client d'haute couture. Est-ce que tu connais la proportion homme-femme dans vos clients? Ouais, on est 90% femmes. Mais il y a quand même, j'ai pas fait l'analyse, mais il y a quand même beaucoup plus d'hommes que d'habitude qui ont acheté le Herbal Coffee. Donc malgré le packaging, l'image un peu plus féminine, le produit, je pense, et l'utilité, la fonction de produit, ça peut bien sûr plaire aux hommes et donc peut-être on aura un peu plus d'hommes à partir de maintenant. Et t'en as rapidement parlé tout à l'heure, mais au début de l'aventure, avec le gratte-langue, vous avez choisi l'icône de la sirène. Pourquoi cette iconographie, cet imaginaire autour aussi de la naissance de Vénus? Parce qu'en plus, j'imagine que c'est assez loin de, je sais pas, donc l'Ayurveda. La tradition, oui. Traditionnelle Inde. Écoute, en fait, comme chaque produit, en fait, avait une histoire à moi et une vraie histoire, je voulais que ça soit vraiment représenté sur le produit et qu'on n'aura juste pas une logo de marque décliné sur une gratte-langue et puis du chocolat et puis des encens, des produits très différents. Quand ça valait, à mon avis, beaucoup plus de ça. Ça valait un nom qui reprenait un peu l'histoire, mon histoire avec le produit. Donc, le gratte-langue, ça s'appelait A Tongue Cleaner Changed My Life parce que littéralement, ça m'a changé la vie. Et d'autant plus quand j'ai lancé une boîte autour d'une gratte-langue, mais bien avant ça aussi. C'était la première outil qui m'a fait une prise de conscience de combien de sucre je mangeais parce que ça s'enlève le sucre de la langue. Et donc, si on mange très sucré, on enlève beaucoup plus que si on mange pas très sucré. Donc, c'était un peu tous les jours mon 10 secondes de « Ah, ok, oui, hier, j'en mangeais beaucoup de sucre, ça va pas trop. » Et donc, A Tongue Cleaner Changed My Life, j'étais genre, ouais, je vais appeler comme ça, quoi. Et c'était complètement crazy. Et même la boîte, la marque au départ, appelée comme ça parce que je me suis dit, ok, je prends le parti pris de lancer une gratte-langue.
genre le produit le moins sexy au monde. En France, où je suis même pas française, je parle pas française parfaitement. Il faut assumer, donc pourquoi pas aller jusqu'au bout et vraiment appeler ça A Tongue Cleaner Changed My Life. Il faut que Tongue Cleaner soit dans le nom de la marque, etc. Et donc chaque produit a vraiment son nom, mais pas seulement, c'est son caractère. Et ce caractère représente un peu ce que ça m'a fait pour moi. Donc typiquement, le sirène pour moi, c'est un symbole aussi de détox, de pureté, de clean, ce qui m'a fait pour moi. Le Kekar, par contre, qui s'appelle She Who Destroyed Sugar, donc elle qui a détruit le sucre, est une femme en position vraiment de force avec une arme, l'arc, parce que c'est ça qui m'a redonné ma force en fait. Et il faut être très très forte en face de sucre. Donc en fait, c'est comme ça qu'on se construise le packaging. Ah, super. Oui, j'aime vraiment ces imageries de femmes puissantes, un peu guerrières. Ouais, je l'ai ressenti comme ça, donc super. Et du coup, dès le début, tu as vraiment accordé une grande importance, beaucoup de soins à ton packaging, à ton identité visuelle, à ton image de marque. Pourquoi c'était important pour toi? Est-ce que tu t'es fait accompagner ou... C'était important parce que, ah oui, et grave, je me suis fait accompagner par une studio de design parce que je suis pas graphiste. Mais c'est important parce que quand on est une petite marque qui bootstrap, ça veut dire qui fait avec les fonds propres, on n'a pas les budgets marketing pour aller prendre des pubs, pour être visible. Donc, notre packaging, c'est le premier vecteur marketing qu'on a de parler aux clients, en fait. Et si le packaging n'était pas exceptionnel, et je dis pas que c'est exceptionnel, mais en tout cas, c'est distinctif, je savais que, voilà, c'était ma meilleure chance d'exister. D'accord. Et est-ce que tu penses que ça a vraiment contribué à la réussite de ton projet, du lancement de la marque dès le début? Oui. Moi, je pense clairement, c'est un tout, en fait. On peut pas avoir le packaging sans le bon produit. Exactement. Et l'inverse. C'est-à-dire que tu peux avoir un produit de moyenne qualité avec un bon package qui va vendre une fois, mais qui tu vas pas pouvoir continuer très longtemps. Oui. Il fallait les deux, mais ça a été aussi un peu un frein parfois parce que les gens, et moi comprise, en tant que consommatrice, se méfient un peu de packaging un peu trop design parce que ça peut faire un peu gimmick ou ça peut faire tu dis c'est un très joli packaging, mais est-ce que c'est vraiment sérieux et qualitatif là-dedans? Donc il fallait quand même qu'on se batte pour démontrer la qualité, autant plus parce que on suit pas du tout les codes de packaging alimentaire. Donc normalement, et ça revient à mon esprit peut-être un peu trop compliqué où j'ai du mal à simplifier les choses, mais normalement sur un packaging alimentaire, on a une illustration de ce qui est à l'intérieur ou en photo et avec les 3 mots clés du vegan, raw et organic en très gros, très compréhensible, très clair. Nous, c'est une femme guerrière avec une arche, avec des énergies sur le devant. C'est OK, donc on est complètement sur notre trip, mais ça représente aussi le décalage entre nos produits et les produits qu'on va trouver au supermarché qui sont OK, c'est le même dénomination, c'est du chocolat, mais que finalement c'est un produit vraiment vraiment différent. Donc ça me dérange pas d'être complètement à l'ouest de l'industrie parce que le produit est pareil, mais ça nous aide, mais parfois ça nous dessert aussi. Ouais, non, je trouve que c'est hyper pertinent. Enfin, et comme tu dis, vous vous positionnez clairement sur de l'alimentation santé, sur le rapport entre ce que tu manges et l'impact que ça a sur la personne que tu es. Donc, moi, je trouve ça hyper pertinent. Et oui, t'as d'autant plus raison. Quand tu te retrouves à côté d'un autre chocolat en rayon, forcément, tu ressors. Et pourquoi? Parce que la proposition, elle est tellement différente. Enfin, non, c'est très chouette. Merci. Et justement, est-ce que par rapport à ce côté alimentation santé, bon, tu viens d'en parler un peu, mais est-ce que tu crois qu'il y a des pièges, des contraintes esthétiques peut-être liées à ce domaine, enfin, des choses que peut-être qu'il faut faire preuve de plus de pédagogie, enfin, est-ce que tu penses que dans la conception d'un packaging, il y a des choses à prendre en compte quand on est sur de l'alimentation santé comme ça? Ah, complètement. Nous, notre grand défi a été toujours le fait qu'on a mis 2 langages sur le packaging. Oui, en plus, tu te mets des contraintes supplémentaires. Et donc, ça nous a vraiment évité parfois sur certains packaging. Le désavantage, c'est qu'on peut pas être plus clair sur les bénéfices, sur les atouts du produit.
parce qu'il fallait rentrer à la fois anglais et français et une design graphique sur une surface très limitée. Donc, pour nous, ça, c'était plutôt notre plus grand challenge. En fait, à chaque production de packaging, on fait des ajustements parce que on trouve que quelque chose peut être plus clair ou donc c'est en évolution constante. Et oui, je pense que le packaging des produits bien-être justement devrait se distinguer le plus possible que de l'industriel classique, quoi. Et justement, tu viens de dire que vous avez fait des ajustements. Enfin, franchement, ils sont canons depuis le début, depuis le lancement de la marque. Mais est-ce qu'il y a eu justement des grosses évolutions, des grosses erreurs, des choses que vous avez vraiment améliorées sur le packaging au fil des années? Ouais. Un des gros, c'est que comme on a lancé chaque produit un peu dans son jus en disant, OK, bah, si nos instants existent tout seuls, très bien, dans un retailer, il devrait être tellement exceptionnel qu'il peut exister tout seul sans le reste du gamme de produits. Et donc, on s'est dit à chaque fois, OK, bah, choisissons le couleur qu'on aime bien pour ce produit ou énergie ou autre chose. Sauf que, à la fin, quand on met tous les produits ensemble, et c'est un peu compliqué, quoi, parce que chacun a été réfléchi vraiment individuellement et pas d'une façon gamme comme on est censé faire normalement, qu'il y a trop de couleurs, des tons différentes, ça marchait pas. Donc là, ce que on est en train de faire, et on a fait la moitié des produits et pas encore la moitié, c'est de maintenant qu'on a une gamme et qu'on voit un peu mieux où on va et qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est pas plus, etc. On voit quel produit où on met le focus. On peut maintenant regarder les gammes tout ensemble et dire, OK, mais il faut qu'on harmonise un peu tout ça et qu'on met les codes. Donc, on va reprendre une arche de cadre noir sur tous les produits et pas juste certaines. On va impliquer un peu une règle où il y a une couleur de base et ensuite le noir et peut-être une couleur de plus en touche, mais temps sur temps. Ou, voilà, un peu des règles graphiques qui va faire que c'est un peu plus homogène parce que on s'attendait pas qu'il y a des retailers qui prennent toute la gamme ensemble. Justement, c'est un argument très fort. Enfin, oui, pour vendre, tu mets ça dans un rayon, ça fait tout de suite son effet. Et puis, je sais que j'encourage toujours l'effet de gamme parce que justement, t'as quelqu'un, un client qui va se trouver devant le rayon, ben ça va pousser à l'achat supplémentaire. En fait, ça fait augmenter le panier moyen parce que tout de suite, tu vas dire, ah bah oui, je connais ce produit, ça j'aime bien, je vais le reprendre. Ah bah je vais goûter. Parce que tu identifies tout de suite que ça fait partie de la même gamme, quoi. Ça m'étonne pas. Enfin voilà, en plus c'est hyper canon, donc ça m'étonne pas qu'ils vous prennent toute la gamme. Et justement au niveau de la gamme, pourquoi il y a le bain de bouche qui est sorti en novembre 2021, qui a un graphisme pour le coup un peu différent sur la typo, le dégradé, il y a plus de silhouette. Pourquoi sur ce produit-là on est sur un graphisme très différent? Parce qu'on s'est dit on allait faire toute une gamme cosmétique à Everdic après ces deux produits d'hygiène et que finalement j'ai tellement kiffé le chocolat, même en industrie, plutôt que le cosmétique. Et on dev produit, le process, la créativité, le R&D, le tout. C'est pas pour dire que le cosmétique était pas cool, hein. C'était cool, mais je suis tellement, en fait, moi, je suis, malgré le fait que je parle d'être accro au sucre et de me priver dans le sens de ça, moi, je suis hyper foodie. Je suis une encyclopédie des restaurants à Paris. J'adore ça. Je voyage que pour ça, pour découvrir des nouveaux restos, des parfums. J'adore rentrer dans les supermarchés étrangers. C'est une de mes choses préférées à faire, de regarder ce qu'ils ont, les parfums, les goûts. Donc, en fait, au fond de moi, c'était ce qui me passionnait. Et donc, quand on a développé le bain bouche, c'était en parallèle des tablettes, si je me trompe pas, ou pas très long après. Les enfants étaient en cours de dev. On était juste en train d'émerger avec les, je me souviens plus ce qui était statué, mais on s'est dit, OK, c'est un produit sérieux parce qu'on est quand même sur une bain de bouche ou ce qui est un peu, c'est plus un sérum de gencive que plus que bain de bouche. Donc c'est un sujet sérieux. On parle de anti-inflammation et antibactérial. Là où on pouvait prendre une approche plus fun au gratte-langue, je me suis dit, il faut quand même un packaging
un peu plus sérieux sur le bambouche et pourquoi pas ensuite décliner ça pour que ça devienne une gamme. Ça faisait sens dans le gamme. Donc, on a fait des maquettes d'autres produits, etc. avec cette même DA. C'est juste qu'en faisant et en sortant ça, je me suis dit, en fait, ma passion, c'est pas l'hygiène buccale. Ma passion était qu'est-ce que le gratte-langue m'a pu apporter dans mon chemin de bien-être. Ça m'a pu décrocher le sucre. C'est pas vraiment ma passion, voilà, pour l'hygiène dentaire qui m'a. Et je voulais pas aller trop dans ce sens-là, en fait, finalement. Donc ça a été justement un peu laissé seul en tant que DA de produit, mais ça marche très bien comme ça, hein, donc on le laisse comme ça. Et en 2020, je crois que tu as revu le design du gratte-langue en remplaçant les extrémités au début qui étaient des petits crochets un peu par de belles petites poignées en coquillage. En réalité, ça change rien à l'efficacité de l'outil, mais ça fait toute la différence. Pourquoi enfin voilà, c'est l'importance du détail. Pourquoi tu as eu envie de changer le design? Pourquoi c'était important pour toi? Bah parce qu'au début, j'avais pas les fonds, je voulais faire de départ, mais c'est quand même une moule, une dev, un truc spécial pour nous. Ça demande des fonds, des minima, des machins. Donc j'ai fait dès que je pouvais. Ok, mais c'était son idée dès le départ, cette attention aux détails. C'est vrai que voilà, en plus tu l'as annoncé sur Insta quand on remonte un peu en grande pompe et tout. Et ça, t'as eu des retours là-dessus? Enfin, est-ce que les ventes ont changé parce que il y a eu ce petit détail en plus? Est-ce que Oui, je pense que ça, surtout continuer à vendre pendant tout ce temps très bien, à la fois sur notre site, mais aussi vraiment avec des retailers, parce que justement, c'est un gratte-langue distinctif par son qualité et son design par rapport à ce qu'on peut trouver sur Amazon de basse qualité, qui sont très fines et qui se déforment facilement. Ça se voit que celui-ci est de qualité. Donc le fait que ça soit une design différente du classique, c'est un indicateur, je pense, du qualité dans le sens où quelqu'un a pris du temps à développer ce truc. Donc je pense que ça fait son diff. Je confirme, l'attention aux détails. Moi, pour être honnête, je t'ai découvert grâce au prix que vous avez remporté aux épicures de l'épicerie fine en juin de cette année, je crois. Donc l'épicure de bronze ex aequo dans la catégorie thé, infusion et boissons chaudes, mais surtout l'épicure d'or du prix du packaging, notamment pour l'innovation, l'éco-responsabilité dans l'emballage, tout ça. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir remporté ce prix? Alors, donc, on a postulé dans le thé pour ce qu'on a gagné en bronze pour notre thé cacao rose. Et il nous a dit le jour J, on a une super bonne nouvelle à vous annoncer. Non seulement vous gagnez le prix pour le thé, mais en fait, vous gagnez l'or pour le packaging. Et du coup, ça a changé quelque chose de recevoir ce prix du packaging? Est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce que c'est plus les prix des piqûres, je dirais pas au niveau packaging, mais d'être reconnu pour nous, c'est toujours un grand moment parce qu'on a rentré les prix, donc les épicures en France et un autre prix au Royaume-Uni qui s'appelle Great Taste. Et pour nous, c'est vraiment des grands moments qu'on a gagné à chaque fois qu'on a rentré, on a gagné parce que ces prix-là ne prennent pas en compte le côté bien-être. Ça prend pas en compte le fait qu'il n'y a pas de parfum additif ou c'est faible. Ça récompense vraiment le goût et en même temps c'est votre victoire, quoi, que ce soit à la fois que le goût et donc le fait qu'on peut gagner à côté d'un chocolat hyper sucré ou d'un thé qui a ajouté du parfum de flavoring, des arômes, où nous on rajoute aucun arôme, c'est quand même, enfin c'est ce qui nous rend très heureux. Bah, c'est justifié, c'est justifié. Je reviens sur un truc, j'ai oublié de te demander. Du coup, vous faites tous vos packaging dans les doubles langues. Aujourd'hui, vous commercialisez qu'en France ou tu commercialises aussi à l'étranger? Non, c'est à peu près, je dirais pas moitié-moitié, mais ça dépend, mais pratiquement moitié France, moitié à l'international. Ok. Et est-ce qu'il y a des contraintes? Là, c'est une question très intéressée. À partir du moment où tu commercialises à l'étranger, est-ce qu'il y a des normes en étiquetage alimentaire, tu vois, des informations supplémentaires à ajouter ou? Ouais, bah le grave, il y en a, mais l'avantage d'être en Europe, c'est que déjà on peut toucher beaucoup de pays européens où leur réglementation est uniformisée. Ok, nos normes françaises s'adaptent à tous les pays européens.
Oui, après, il y a les trucs un peu bizarres pour certains ingrédients où c'est permis dans certains pays européens et pas forcément dans d'autres, mais il y a les règles de conformité. Enfin, bref, c'est plus en fait l'utilisation des plantes qui pour nous était le plus compliqué à naviguer. Mais ensuite, pour le packaging, oui, d'être en Angleterre, ça nécessite certaines choses, mais plus ou moins, c'est OK. C'est plutôt États-Unis ou quand on va passer au Japon ou des choses un peu plus lointaines où il y a des vraies choses qui doivent changer. En fait, très personnellement, aujourd'hui, je travaille pour une cliente qui veut exporter ses produits. Et c'est vrai que autant je suis calée sur les normes françaises. Où est-ce que tu trouves les infos pour les... Très difficilement. Il faut prendre un expert en réglementation packaging de ce pays-là. Donc, là où ça peut être, genre Belgique va avoir certaines lois sur des langages à mettre dessus parce qu'ils ont plusieurs langages. La Suisse aussi. Angleterre va nécessiter, pour les produits cosmétiques, il y a une adresse en Angleterre sur le packaging pour que le consommateur puisse contacter quelqu'un en Angleterre. C'est un peu différent pour l'alimentaire, par contre. Il y a, oui, des plantes qui peuvent être utilisées aux États-Unis, mais pas en Europe. La manière de mettre les valeurs nutritionnelles, c'est différent entre États-Unis et Europe. Rien que les codes barres, oh my gosh, j'ai pris très cher avec les codes barres parce que j'ai pas compris au début qu'il fallait partir avec une société parce que tout le monde est avec cette société et pas avec l'autre. Et donc, les codes barres ne marchaient pas dans beaucoup de retailers. Et... Non, le packaging, c'est vraiment pas simple. Mais voilà, ouais. Mais ça dépend le pays. Ça dépend le pays. Si c'est en Europe, t'es OK. Si t'es conforme en France. Bon, écoute, je vais être obligée de creuser, je pense, le sujet. Écoute, je vais finir cette partie avec ma dernière question. Pour toi, si tu devais résumer, qu'est-ce qu'une identité visuelle réussie? Quelque chose qui inspire le client dans les premières 2 secondes, où on voit tout de suite la réaction des clientes qui dit « Yes, c'est pour moi ». C'est que ça, dans un instant, tu connectes avec quelqu'un et ça revient à une émotion, en fait. Tu arrives à connecter avec une émotion. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ta démarche. Enfin, finalement, tu as créé des packagings qui te racontaient toi, qui te parlaient à toi, que toi, t'aurais aimé voir. Et je sais qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en plus, tu viens du marketing, on parle beaucoup du client idéal. En fait, il faut partir du client idéal. Et moi, j'ai tendance à dire l'inverse, qu'il faut partir de toi et que forcément, ça va attirer les gens qui te ressemblent. Et j'ai la sensation que c'est un peu ce que tu as fait. Et... Si c'est toi le consommateur de ta propre... C'est ça. Oui. Ah, mais oui. Ça. Mais en fait, ça me paraît évident. Enfin, si je vendais un chaussure sportive pour les triathlons... Oui, mais est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, tu te lancerais dans des chaussures... Non, mais il y a des gens qui... Non. Parce que je trouverais ça juste trop difficile. Mais il y a grave beaucoup d'entrepreneurs qui sont pas clients de leurs propres produits. Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est pas mes clients. Pas dans le mauvais sens parce qu'il il faut toujours quelqu'un pour créer des poubelles. Je sais pas. Enfin, tu vois. Donc c'est très courant. C'est juste que d'avoir la luxe de faire ma propre projetation des produits qui parlent à moi, c'était ce que je voulais faire. C'était le but. Eh bien, écoute, encore une fois, c'est très réussi. Je vais finir cette interview avec mes quelques questions rituelles. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir gustatif, culinaire, la meilleure chose que t'aies mangée? Oula. OK. Donc, juste sur le spot comme ça dans les médias, vraiment, récemment, ça serait cette chakra de collab qui va sortir. Ah. Vraiment, quand j'ai goûté l'échantillon, je me suis dit, mais what the fuck, quoi. C'est tellement bon. Donc ça, c'est ce qui me vient tout de suite. Mais ça me va très bien. On peut en rester. Ouais. Est-ce que tu as une marque coup de cœur que tu aimerais partager? Une marque food, bien sûr. Il y a un boisson belge que j'ai découvert l'autre jour, que je kiffe, qui est une base d'une recette ayurvédique de curcuma, de gingembre, des épices, de poivre, un peu d'ananas. Le tout n'est pas trop sucré et ça s'appelle Oyeya, c'est O-Y-E, plus loin Y-A-A-R et j'ai trouvé ça dément. Le goût était trop bon. Ah, super. Écoute, je vais regarder ça.
Est-ce que tu as le souvenir d'un achat impulsif design? Tu vois, tu es dans une épicerie, tu achètes un produit parce qu'il est beau, alors que tu n'en as pas forcément besoin. Alimentaire, encore une fois. En fait, il y a une newsletter que tout le monde doit suivre, surtout toi, si tu le suis pas déjà, qui s'appelle Snack Shot. Écoute, non, je ne la suis pas. Je note ça tout de suite. SNAXSHOT. D'accord. Que j'adore, qui est comme vraiment du porno pour le food, pour les packaged goods, snacks. Et pas du tout axé bien-être, mais on parle beaucoup de ça parce qu'il y a la tendance, mais qui parle juste du beauté, de design, de food, cette tendance et c'est des objets design en fait, et que maintenant il y a des épiceries fines où tu rentres et tu as l'impression d'être dans un magasin de luxe, mais c'est du soda et des chips et que ça soit super beau. J'ai bu un vin hier soir, un vin rouge qui s'appelait Pigalle. Et derrière, il décrivait que il voulait faire cette vin, je vais mal le dire parce que je me souviens pas très bien, mais fruité, peps, vibrant, qui faisait vibrer, parce qu'il grandit à Pigalle, le fondateur, et que c'est cette énergie-là qu'il voulait transmettre à travers ce goût de vin qui s'appelait Pigalle, tout en bloc lettres rouges, que je trouvais très cool. D'accord. Est-ce qu'en dehors des nouveautés que vous allez bientôt sortir, est-ce que tu as des actualités à partager? On travaille sur un nouveau site web parce que le nôtre, c'est plus possible. Oh, ça m'a pas choqué. Écoute, j'y ai passé du temps hier et ça m'a pas... Écoute, c'était fait pour le gratte-langue pour un seul produit. Ouais. Donc, si tu veux, maintenant, avec le catalogue et qu'on soit dans l'alimentaire, c'était hyper bien pour le seul produit et un peu plus cosmétique. Mais il nous manque justement cet écran de comment montrer les ingrédients, ce qu'il y a dedans, les qualités de la nourriture, aussi certaines fonctionnalités sur le site, un peu plus user-friendly. Donc là, c'est mon gros projet du moment. Ok, tu travailles dessus en ce moment même? Ouais. Alors, la sortie pour quand, idéalement? Il faut que je trouve un développeur d'abord. Ah oui, d'accord. T'en es aux prémices. On est en train de faire le design. Ensuite, le dev suit ça. Mais je peux vous recommander une développeur très bien. Ah ouais, cool. Ouais, oui. Avec plaisir. Je te donnerai ses coordonnées. Et en échange, je veux bien les coordonnées de votre graphiste. Voilà, si jamais quelqu'un veut la faire. Ou agence, je sais pas. Bien sûr. On était en agence au départ et puis elle est partie maintenant, elle est freelance. Ah, d'accord. Et comment elle s'appelle? Juliette Le Matazin. D'accord. Je dis mal, je pense son nom de famille. Je mettrai tous les liens de toute façon. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Monique pour ton temps. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était passionnant. J'ai appris plein de trucs. Non, c'était super. Merci Audrey. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié et que vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.